Bonjour und guten Tag. wir sind Lea. Und Dominique vom Institut Français Frankfurt. Wir wollen mit euch den Deutsch-Französischen Tag feiern. Der findet am 22. Januar statt. Am 22. Januar 1963 wurde der Élysée-Vertrag unterzeichnet. Vom Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französischen Präsident Charles de Gaulle. Deutschland und Frankreich, die in der Geschichte oft Feinde waren, sollen Freunde werden. Und Frieden sollte in Europa herrschen. 2019 haben die Kanzlerin Angela Merkel und den Präsident Emmanuel Macron den Aachener Vertrag unterschrieben. Dieser Vertrag wird als Élysée-Vertrag 2.0 bezeichnet. À l'occasion de cette journée franco-allemande, nous vous emmenons dans la capitale mondiale du livre 2024, Strasbourg en France. Partons ensemble découvrir cette ville. Film ab. Alors, le projet de Strasbourg s'appelle Lire notre monde. Donc, c'est tout un programme, Lire notre monde. Le nous est très important, c'est-à-dire tous ensemble, des libraires, des enfants, des personnes âgées, des enseignants, toute la population, y compris celles qui ne parlent pas forcément le français, donc, sont conviés à participer à plus de 200 activités et plus de 60 événements qui vont, qui ont déjà un peu démarré, mais auxquels tout le monde pourra participer, y compris bien sûr nos voisins allemands, nos voisins européens, et donc vous êtes vraiment très cordialement invités à venir partager ces moments d'émotion très forts, et notamment un immense événement qui va s'appeler la Grande Lecture de Strasbourg, où dans toute la ville, dans toutes les langues, en haut de la cathédrale, dans les parcs et jardins, dans le tram, partout tout le monde lira, et la lecture sera le meilleur moyen de relier toutes les personnes. Après cette première semaine, on aura beaucoup d'actions dans les bibliothèques d'école, dans les collèges, autour du numérique, autour du métier de journaliste, par exemple, de l'éducation aux médias, mais bien sûr beaucoup d'expositions dans les musées, des grands événements dans les médiathèques en débat, les enfantines, et également au quotidien, beaucoup d'actions de médiation dans les centres socioculturels, après l'école par exemple, où il y aura beaucoup d'activités de lecture, mais aussi d'écriture, et surtout de faire de cette année un moment où les gens se rencontrent et prennent plaisir à découvrir la culture de l'autre. Voilà, Lire notre monde, et bien sûr vous y êtes cordialement invités. Bonjour, bonjour, bienvenue à Strasbourg, et nous sommes évidemment devant la cathédrale, l'emblème de la ville, emblème de l'Alsace. Et cette cathédrale, et la première pierre a été posée en 1015, il y a plus de 1000 ans déjà. Elle était romane au début, c'est-à-dire le style où tout est bien arrondi, et 200 ans plus tard, on l'a reconstruite dans le style français, gothique. Mais le mot gothique n'arrive que plus tard. Et le tout monte à 142 mètres, la plus haute église du monde au Moyen-Âge. Alors, une cathédrale, pourquoi ce nom de cathédrale? Pourquoi cette église et pas l'autre à côté? C'est parce que dans notre cathédrale, il y a quelque chose de particulier, une chaise. Oui, c'est vrai, vous voyez 1200 chaises qui sont là pour les offices, mais il y a une chaise particulière qui est dans le chœur. Cette chaise s'appelle la cathèdre, et c'est la chaise de l'évêque. Eh bien oui, la cathédrale, c'est l'église principale du diocèse, donc l'église de l'évêque, et il y a en quelque sorte son trône qui s'appelle la cathèdre, d'où le mot cathédrale. Une cathédrale gothique, eh bien c'est beaucoup de lumière, puisque à la place des gros murs, eh bien nous avons des vitraux, des fenêtres, 2000 m² de vitraux du Moyen-Âge ici dans la cathédrale. Et à gauche, vous avez toute une galerie de rois et d'empereurs, puisqu'à l'époque, la politique et la religion, ça allait ensemble. Et de l'autre côté, à droite, eh bien, vous avez des bandes dessinées qui nous racontent l'histoire de Jésus, ce qu'on appelle la Bible des pauvres, puisque les gens ne savaient pas lire et écrire, eh bien, on leur raconte l'histoire de Jésus avec des images. Alors, en ressortant de la cathédrale, levez les yeux vers ces grandes orgues, un instrument de musique qui lui aussi remonte dans sa partie la plus ancienne au Moyen-Âge. Et ces grandes orgues jouent de la musique à toutes les messes et nous aident ainsi à prier.
tout comme aussi ces petites bougies, ces petits cierges, ces lumignons, eh ben aussi, ils accompagnent la prière des gens qui rentrent dans la cathédrale, puisque la cathédrale, eh ben, c'est d'abord une église où l'on chante et où l'on prie. Alors, autre chef-d'œuvre qu'il faut visiter à notre cathédrale, c'est son horloge astronomique. Dès le Moyen-Âge, on avait une horloge. Celle-ci, ici, son meuble, elle est de la Renaissance et le mécanisme a été refait au XVIIIe siècle. Alors, cette horloge, eh bien, il y a une famille célèbre de Strasbourg qui l'a entretenue longtemps. Et l'un des enfants de cette famille est devenu très célèbre, un illustrateur, un peintre, un comique. Je vous le laisse découvrir. Bonjour, Tommy Ungerer est le descendant d'une famille d'horlogers qui, dès le début, a travaillé pour l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Il est né le 28 novembre 1931 dans une famille plutôt bourgeoise. Lorsqu'il a 4 ans, son père meurt de maladie et la famille va être obligée de quitter cette ville pour aller s'établir à Colmar auprès de la grand-mère. Dans cette ville, il ira à l'école allemande dès 1939. Il parlera donc l'allemand à l'école, le français auprès de sa maman et l'alsacien dans la rue avec ses copains. Il ira ensuite au lycée, toujours dans cette ville de Colmar, puis il partira voyager en Europe. Il fera son service militaire en Algérie, puis il ira à l'école des arts décoratifs de Strasbourg qu'il quittera au bout d'1 an. C'est à cette époque qu'il va fréquenter le consulat américain par passion pour le jazz et surtout pour l'œuvre de Saul Steinberg, ce qui va l'amener à partir de la France et aller à New York avec 25 $ en poche et un carton de dessin. À New York, très vite, il connaîtra le succès avec les livres pour enfants, Un petit cochon, les Mélops étant le héros des 3 premiers livres. Après, il publiera bien d'autres livres, dont le plus connu sera encore aujourd'hui Les 3 brigands. Il publiera un autre livre, Otto, qui va énormément marquer le monde du livre pour enfants, et c'est la première fois qu'on va parler de la guerre dans un livre. Tommy publiera en tout plus de 150 livres, il aura beaucoup de distinctions. Ce sera un homme toujours engagé, non seulement contre la guerre, mais beaucoup pour l'Europe et le franco-allemand. Bonjour et bienvenue à tous et toutes au Parlement européen de Strasbourg. Ce Parlement, au fond, existe depuis 1979. C'est la première fois que les électeurs et les électrices ont pu voter aux élections européennes au suffrage universel. Ce Parlement existe ici, où nous sommes actuellement, depuis 1999. Ce Parlement compte actuellement 705 députés européens. Ils proviennent de 27 États membres. Après le Brexit, on a perdu la Grande-Bretagne, donc nous sommes à 27. Et nous travaillons en 24 langues dites officielles. Donc vous êtes en droit de vous demander, mais à quoi sert ce Parlement européen? Que fait l'Europe pour le citoyen? Alors, le Parlement européen et l'Union européenne en général agissent dans plusieurs domaines. Je vous donne des exemples concrets. Cette semaine, par exemple, le Parlement européen va voter sur les fameux emballages. Comment diminuer la quantité d'emballages? Ou par exemple sur la question des pesticides, comment protéger le citoyen de pesticides nocifs? Ce sont des discussions qui ont lieu ici au Parlement européen. Alors vous vous demandez peut-être, mais à quoi ça sert d'aller voter? Mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on a constaté dans les eurobaromètres, auxquels je vous conseille de vous référer pour mesurer un petit peu l'état d'esprit des Européens par rapport aux institutions européennes, pourquoi est-ce qu'il faut aller voter? Parce que c'est souvent ceux qui sont convaincus qu'il faut la déconstruire, cette Europe, qui vont aller voter.
Or, ceux qui sont convaincus ne font pas forcément le déplacement, et c'est dommage, parce que c'est ces personnes-là, ce qu'on appelle nous les euro-enthousiastes, et qui y croient au projet européen, qu'il faut stimuler pour aller voter. Et la jeunesse, c'est très important. La plupart des jeunes dans l'Union européenne, à partir de 18 ans, peuvent aller voter. En Belgique, pour la première fois, ça sera à partir de 16 ans. C'est très important parce que c'est un droit que vous avez. Il faut vous saisir de ce droit. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Si vous votez pour une famille politique ou une autre, au moins vous aurez eu le sentiment de vous être engagé pour cette Europe. Peu importe votre position, mais allez-y, on vous attend entre le 6 et le 9 juin de 2024. Alors sachez que ce Parlement est ouvert. C'est un des parlements les plus ouverts au monde. Il y a un service des visiteurs qui vous donne la possibilité soit d'être guidé dans ce Parlement, dans différentes langues, selon que vous êtes allemand, italien, espagnol ou français, ou vous pouvez faire une visite individuelle et vous promener ici au Parlement, faire connaissance des lieux, des locaux, de l'organisation. Il y a un petit parlementarium là en bas à Strasbourg qui vous explique le fonctionnement du Parlement, les députés, la plénière, etc. Si vous venez à Strasbourg, vous ne pouvez pas évidemment rater un bon restaurant alsacien à Strasbourg. Il y a même un bateau qui vous amène jusqu'au centre-ville, donc c'est très écolo, et vous amenez directement dans une bonne Windstube manger une bonne Flammekuche. Bon appétit! Bonjour. Alors, l'histoire de la tare flambée remonte au temps paysan. Dans les villages, chaque village avait des fours à pain et les habitants du village se réunissaient une fois par semaine pour cuire le pain. Et à l'occasion de cette cuisson, on utilisait les restes de la pâte à pain. Lorsque le four arrivait au maximum de température, environ à 350 degrés, on faisait une tare flambée avec le reste de pâte à pain, avec de la crème fraîche et des oignons. Et ils cuisaient ça et ils se partageaient ça en attendant que le four baisse de température pour ensuite pouvoir cuire le pain. Et de cette histoire est né le plat la tare flambée sur lequel on a rajouté par la suite des oignons, des champignons, des lardons. Ensuite, c'est un plat qu'on a trouvé énormément dans les familles à la campagne et qui s'est petit à petit propagé jusqu'à la ville. Alors, le secret d'une bonne tare flambée, c'est d'abord une bonne pâte. Une pâte à pain. Nous, on a fait le choix de faire une pâte à pain au levain, une pâte maison qu'on fait monter nous-mêmes. Et c'est aussi de bons ingrédients, une bonne crème fraîche, un bon fromage blanc et de très bons lardons. Alors, de nos jours, il existe différents types de tare flambée. On a la tare flambée traditionnelle avec les oignons et lardons, mais aujourd'hui, c'est développé des tares flambées sans lardons, des tares flambées végétariennes. On en propose un petit peu pour tous les régimes alimentaires. Il existe même des tares flambées sans gluten. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un plat qui peut parler à tout le monde. Alors au Tigre, on est membre de la confrérie de la tare flambée. Pour être membre de la confrérie, il faut respecter un certain nombre de critères. Avoir des ingrédients maison, en circuit court, mais aussi cuire au feu de bois. Et donc on est très content de faire partie de la confrérie, parce que c'est un petit peu une reconnaissance du travail et des efforts que nous faisons. Alors, je vous propose de fêter la capitale mondiale du livre qu'accueille Strasbourg, ainsi que la journée franco-allemande, en dégustant une excellente Flammekuche. Pour la journée franco-allemande 2024, Nous vous emmenons dans la capitale mondiale du livre 2024. Oh man. Tu devais dire Strasbourg. Mais c'est bien si tu rigoles.